Laurent, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Anthony-Niquès, la deuxième session ordinaire du Parlement a démarré. La presse écrit abondamment sur le sujet ce matin. 108 députés décorés par la grande chancellerie. Il s'agit également de lutte contre le terrorisme, mais aussi de paternité responsable au cœur des préoccupations. Oui, d'abord, il faut peut-être d'abord féliciter les députés qui ont été décorés. Déjà, je crois que cette distinction doit pouvoir leur rappeler leur mission parce qu'on ne leur donne pas cette décoration juste pour la forme. Ils doivent pouvoir comprendre qu'ils sont à l'Assemblée nationale pour une mission. Ils ne doivent pas du tout faillir à cette mission qui leur a été confiée par le peuple béninois, notamment leurs électeurs dans leurs différentes circonscriptions électorales. Alors, ceci étant, je crois qu'il y a plusieurs sujets au cœur de cette, comment vous appelez, session parlementaire. Et je crois que les lois qui seront votées au cours de cette session parlementaire seront pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Béninoises et des Béninois. C'est vrai qu'on parle de paternité responsable. C'est vrai que je vois Martin Lévy qui dit sans débat que cette loi semble être on s'en va Une voter. loi se précise, Donc, mais sans un débat. Alors qu'on nous avait dit qu'il devait y avoir une assise, dans une certaine mesure, on devait discuter en la matière, essayer de mettre sur la table, autour de la table, toutes les sensibilités, notamment les acteurs sociaux, la société civile, les leaders religieux, les acteurs politiques, pourquoi pas, tout ça là, et puis discuter autour de la question. Et donc, si on ne fait pas ça et que déjà on apprend qu'une loi se précise, et sachant très bien que depuis 2016, la plupart du temps, les lois sortent de terre comme des champignons, sont envoyées à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale, dans une certaine mesure, sans peut-être parfois des débats de fond, arrive à voter. Ça ne devrait pas surprendre d'apprendre qu'une loi se précise sans le débat. Le plus important, il faut que les dispositions qui seront mises dans cette loi soient pour le bonheur des citoyens. Qu'on n'en arrive pas à imposer des choses aux couples, aux ménages, dans une certaine mesure, qu'on n'en arrive pas à mettre en place un certain nombre de mécanismes contraignants, histoire à contraindre les gens dans une certaine mesure. Je crois qu'on a bien d'autres moyens pour limiter, pour parler de paternité responsable. Au menu des échanges aussi, hein, la lutte contre le terrorisme, Laurent. Oui, la lutte contre le terrorisme est un problème assez majeur, préoccupant ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années dans notre sous-région. Et le Bénin n'est pas en marge de la situation que vivaient le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Et donc, dans cette situation, il est normal que cette problématique soit au cœur des discussions au cours de cette session parlementaire, que nous puissions ensemble, en associant, parce qu'il arrive parfois que des décisions sont prises par le pouvoir en place sans pouvoir consulter l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas normal dans un pays de démocratie. Quand on parle de démocratie, c'est qu'à un moment donné, toutes les sensibilités ont droit à la parole, ont le devoir d'apporter leur contribution. Mais il se fait que dans une certaine mesure, on constate que le plus souvent, l'Assemblée nationale n'est pas consultée sur ces questions essentielles. Et donc, les députés doivent pouvoir aussi donner leur avis sur la question, proposer des pistes de solutions. Et s'il faut voter des lois, peut-être pour amener plus d'actions, contraindre le gouvernement à prendre plus d'actions en la matière pour davantage. Parce que, excusez, il est bien qu'on parle de lutte contre le terrorisme. Mais ce que nous utilisons sur le terrain pour la lutte contre le terrorisme, comment est-ce que nous les traitons? Quelle est la motivation? Est-ce qu'au nom de ce que nous devons défendre la patrie, on doit accepter toutes les conditions misérables en griffe de travail parce que nous défendons la patrie, le drapeau national? Non. Je crois que c'est les gens qu'il faut traiter davantage mieux. C'est les gens qu'il faut motiver davantage mieux. Et donc, l'Assemblée nationale a son rôle à jouer en tant que institution qui légifère et qui contrôle son gouvernement. Les députés doivent pouvoir renouer avec leur mission dans cette mesure. Et dans ce débat, proposer de bonnes choses, de bonnes pistes pour le gouvernement pour la lutte véritable contre le terrorisme.
En parlant de pistes justement à proposer au gouvernement, le quotidien Fraternité écrit ce matin: gestion des filières soja et acajou. Le gouvernement doit avoir une vision holistique de la situation. Oui, je crois que quand on regarde la campagne passée, entre les deux campagnes, campagne pour la commercialisation du cajou et puis la campagne pour la commercialisation du soja, et quand on regarde comment est-ce que ça a été géré dans une certaine mesure, contraignant les producteurs en griffe à la misère dans une certaine mesure, je crois que oui, il faut avoir une autre vision qui mette dans la balance les intérêts de tous les acteurs. Il ne faudrait pas que ce soit l'intérêt d'une minorité au détriment de l'intérêt de la majorité qui souffre. Et la majorité dont je parle, c'est les agriculteurs qui sont dans les champs, qui produisent le soja avec la houe, pas avec les machines. D'ailleurs, un député s'est agité en parlant des producteurs de soja pour dire que le gouvernement a mis à leur disposition des tracteurs, patati patata. Je crois que l'un des producteurs l'a repris pour lui rappeler comment est-ce que ça se passe et pour lui donner une bonne leçon de ce qui se passe réellement dans l'agriculture béninoise. Et donc, quand on regarde tout ça et que le producteur doit labourer la terre avec la houe, semer, travailler avec les méthodes archaïques et qu'après, le gouvernement doit fixer des prix qui n'arrangent pas les producteurs, lesquels prix fixés n'arrangent qu'une minorité dans une certaine mesure, il va falloir revoir la posture et cette manière de faire les choses. Donc, avoir une autre vision carrément qui intègre les intérêts des producteurs, intègre les intérêts de tous les acteurs à tous les niveaux. Vous imaginez que dans la question du soja, par exemple, aller demander, poser la question aux agriculteurs, difficile d'acheter plusieurs sacs, difficile pour un producteur d'acheter plusieurs sacs de soja, par exemple, dans une certaine mesure. Et cette mesure qui a été mise en place n'arrange pas les producteurs dans une certaine mesure. C'est vrai que cette mesure avait été prise pour empêcher la vente de l'engrais hors du Bénin, parce qu'en fait, les gens en achetaient en quantité et allaient revendre à l'extérieur. Mais on a toujours les moyens de contrôler, on a toujours la possibilité de mettre en place un mécanisme, une équipe pour contrôler dans cette mesure. Les producteurs ont des besoins aujourd'hui, ont des difficultés aujourd'hui qu'il faut mettre dans la balance. Et puis après la production, quand il faut moissonner et qu'il faut vendre, que le gouvernement essaye de voir à quel taux nous achetons ces produits-là pour permettre aussi à ces producteurs de souffler dans une certaine mesure. Permettre donc aux producteurs de souffler, une vision holistique de la situation, préconise le quotidien Fraternité ce matin. Avec le potentiel, Laurent Roland-Tonenquès, on va peut-être faire retourner au Parlement, puisque le quotidien parle de, la une va s'afficher justement d'un projet de loi transmis au Parlement parlant de lutte contre le blanchiment des capitaux au Bénin. Je crois qu'il y a une loi qui existait déjà sur le blanchiment des capitaux, laquelle loi malheureusement n'était pas appliquée. On voit les gens s'enrichir du jour au lendemain, surtout quand certains parmi eux sont nommés du jour au lendemain, s'enrichissent et de maisons sortent de terre comme des champignons, avec le bling-bling qu'on connaît. Et cette loi n'est pas appliquée. Maintenant, on dit qu'un projet de loi encore, je crois que finalement nous sommes... Je suis tenté de dire que, écoutez, allons à l'essentiel. Il s'agit de parfaire. Non, mais écoutez, est-ce que ce qui existe a déjà été appliqué en l'État? Oui, mais en l'État, on me dira que oui, Joël Aïvor, puisque l'une des choses qu'on reproche à Joël Aïvor, c'est le blanchiment de capitaux. Et donc, et quand on regarde un peu la position politique de Joël Aïvor, sachant que d'autres personnes s'enrichissent au vu aussi de tout le monde, on les connaît. Je ne leur apprends rien, ils savent que ça se passe très bien au vu aussi de tout le monde. Tout le monde sait que des gens, de personnes proches du pouvoir ont été cités, dans des dossiers où, au plan international, des informations sont relayées ça et là. Donc, je pense qu'il faut, quand on veut appliquer, il faut appliquer une fois pour de bon, appliquer sans tenir compte de la tête du client dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on vote des lois, vote des lois, et pourquoi? C'est dans ce pays qu'on a voté la loi sur... On sait que comment vous appelez, la Constitution donne les prérogatives à Patrice Talon d'amnistier ou de gracier, de toute façon. Mais c'est les députés de la 8e législature qui sont allés encore voter une autre loi sur l'annulation de peine ou je sais quoi, la suspension de peine. Et finalement, est-ce que ça a été appliqué? Ça n'a pas été appliqué. C'est dans ce pays qu'on a voté la loi sur le tabagisme. Écoutez, on a voté la loi sur le tabagisme.
Mais quelle loi, est-ce que cette loi a été appliquée jusqu'à aujourd'hui? Donc je crois que nous sommes parfois, il ne sert à rien de montrer que nous votons des lois et que l'Assemblée nationale est assez productive en termes de vote de loi. Nous votons les lois pour en faire quoi? Est-ce que nous les appliquons véritablement? Donc je crois que ce projet de loi, en réalité, ça va être une loi de plus. Ce qui existe là, il y a bien des moyens pour appliquer ça. Il y a des gens qui sont au pouvoir qui n'ont pas encore déclaré leur bien jusqu'à aujourd'hui. C'est des choses sur lesquelles il faut partir déjà en appliquant la loi et en faisant une traçabilité, parce qu'il ne sert à rien de mettre en place des mesures pour peut-être faire la traçabilité avec les pauvres citoyens dans une certaine mesure de ce qu'ils gagnent. Mais il y a des gens qu'on connaît au vu aussi de tout le monde, qui s'enrichissent. Aucune loi n'est appliquée, personne ne les traque. Mais c'est quand peut-être que vous avez une voix dissonante dans une certaine mesure que vous êtes traqué. Moi, j'estime qu'il vaut mieux appliquer celle qui existe d'abord. Et quand on va appliquer, on verra les limites. On peut maintenant aller parfait. Parce que vous avez parlé de parfait, il s'agit de parfait. Non, attention, appliquez-nous ce qui existe déjà d'abord. Et voyons les limites. Et dès qu'on aura les limites, on peut maintenant dire, on retourne à l'Assemblée pour parfaire cette loi. Il ne sert à rien de dire, de jour au lendemain, un député en projet de loi, proposition de loi. À partir du moment où il y en a un ou deux qui sont épinglés quand même pour faux blanchiment de capitaux, ça veut dire que oui, l'existant est appliqué dans une certaine mesure. Est-ce qu'à ce niveau, on nous a parlé des limites? Oui. Pardon? Est-ce qu'à ce niveau, on nous a donné les limites? Oui, mais on n'a pas besoin de tout dire, forcément. On vous le dira en temps opportun. Justement. On vous dira en temps opportun pourquoi un nouveau projet a été transmis. Ceux dont vous parlez, vous savez dans quelles conditions ils se sont retrouvés dans cette difficulté. Oui, mais après, c'est trop facile de dire que oui, c'est du fait d'intrigue politique. Moi, je n'ai pas encore utilisé le terme. Oui, mais je vous vois venir. Je vous vois venir, Laurent. Je vous vois venir. Ça fait un moment qu'on se connaît. Non, allez, je pense qu'il vaut mieux aller appliquer ce qui est là à toute personne, essayer de ne pas tenir compte de la taille du client, de la sensibilité politique ou bien de l'appartenance politique de telle personne. Appliquer la loi, parce que ils savent très bien ceux qui s'enrichissent de façon illicite dans ce pays, et ils savent très bien ceux qui sont dans ce domaine de blanchiment de capitaux, ils le savent, nous sommes là pour observer, mais ils le savent mieux que quiconque. Ah d'accord. Quelques bonnes nouvelles dans la presse ce matin. Laurent Roland Tononiquès, système d'alimentation en eau potable au Bénin, des travaux de renforcement annoncés dans la zone de Akpakpa et Agbolangodan. Oui, je crois que ceux qui sont dans cette zone ont assez souffert ces dernières années. Et Akpakpa qui est à Cotonou, en plein cœur de la ville de Cotonou, mais malheureusement, même on dira en périphérique, vers Porte-Nouveau, d'accord, mais c'est Akpakpa quand même, et c'est une ville assez habitée, il y a beaucoup de personnes qui y vivent. Et quand on voit les difficultés, puisque j'ai été témoin quand même de cette situation à plusieurs reprises en allant chez des gens là-bas, je crois que c'est difficile de vivre ça quand on dit qu'on est à Cotonou. Et parfois, vous avez envie de retourner carrément dans votre village où vous avez l'eau de fontaine aussi qui coule aussi facilement. Et donc, et parfois, l'eau l'eau n'est pas de bonne qualité. Vous avez des dépôts, des verres, je ne sais quoi, n'importe quoi dans l'eau. La qualité de l'eau laisse véritablement à désirer. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les populations, vivement que ça se fasse très vite et que ces populations aussi, la qualité qui sera fournie soit une eau de très bonne qualité. Parce que, à l'allure, vont les choses avec la qualité qui est servie dans ces zones. On risque d'avoir beaucoup de personnes qui vont souffrir de beaucoup d'autres maladies. Encore que là, les gens souffrent déjà, quoi. Autre bonne nouvelle, il s'agit cette fois d'éclairage public, réhabilitation des lampadaires défaillants sur les axes Godomé-Ouida, Abomey, Calavi, Cotonou, Ekpek. Oui, je pense que Godomé-Ouida, le problème à ce niveau, c'est le problème de l'incivisme et de l'inconscience des citoyens. Parce que quand vous quittez au niveau de Kpaou jusqu'à Khozon, l'entrée de Ouida, les lampadaires solaires qui étaient là, c'est des citoyens béninois qui sont allés voler les batteries. Et c'est assez déplorable. Je crois que si on doit réhabiliter, en tout cas, l'éclairage de ce tronçon, il va falloir mettre des mesures de sécurité et toute personne qui se ferait prendre, il faut frapper sans état d'âme. Parce qu'on ne peut pas éclairer la voie pour la population. C'est difficile, imaginez, moi, je crois que quand vous êtes sur votre moto, parfois, vous n'avez pas la lumière. Quand vous êtes dans une voiture, vous ne voyez pas loin. C'est difficile de circuler. Et quand je prends l'exemple du tronçon
M. Sainto Godomé, pour ce qui concerne Calavi, là, c'est aussi le plus grand calvaire pour les citoyens. Vous ne savez pas par où. Parfois, vous allez vous dérailler. Oui, c'est vite arrivé. C'est vite arrivé. Oui, c'est vite arrivé. Et donc, quand on... sur les trottoirs. Voilà, oui, il est arrivé plusieurs fois, moi, je suis retrouvé sur les trottoirs. Parce que... Et à la longue, eh bien, ce sont des problèmes de vue qui sont accumulés. Parce que là, vous demandez plus d'efforts aux yeux. On force les yeux, tout simplement. Dans l'obscurité. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour la population, que le gouvernement s'y emploie, mais en même temps en mettant en place un certain mécanisme. C'est vrai que quand je prends le tronçon M. Sainto, Carrefour, Godomé, c'est aussi du fait de l'incivisme. Des camions qui circulent, qui roulent à vive allure en pleine agglomération, qui ont fait tomber beaucoup de poteaux. Et sachant que les poteaux étaient installés en série, bon, si vous vous rappelez des notions en cinquième quand même, donc étaient en série, et donc du coup, dès lors que un poteau qui tombe, c'est que la ligne est coupée, et donc difficile de couper, d'alimenter toute la ligne dans cette mesure. Donc, il va falloir, s'il faut mettre des lampadaires solaires là aussi, il faut le faire, mais demander à la mairie d'Abomey-Calavi de sécuriser cela, de travailler à contrôler et à entretenir. Que vous vous souvenez qu'on avait réalisé un travail sur le tronçon en question, le nombre de poteaux de lampadaires tombés, le nombre de feux tombés, sous, je crois, Georges Bada. Et le DST à l'époque, M. Meillet nous disait qu'ils avaient commandé déjà des lampadaires, les feux tricolores, les feux tricolores, lesquels feux on n'a pas eu jusqu'à la fin du mandat de Bada, lesquels lampadaires on n'a pas eu jusqu'à la fin du mandat de Bada, de Georges Bada. Et donc là, Angelo Randini doit prendre ses responsabilités. Une fois que ces lampadaires sont installés, il doit pouvoir assurer le contrôle, comment vous appelez, l'entretien dans cette mesure pour le bonheur de ses concitoyens. Quelques mots de politique rapidement. Laurent Roland-Torinquiez, dans la 6e circonscription électorale notamment, avec Défi Info, interview exclusive sur la crise au sein de l'Union progressiste Le Renouveau à Abomey-Calavi. Victor Topanou a laissé parler son cœur. Je trouve les propos de Khoudé graves et indignes, a laissé entendre le député. Que se passe-t-il au sein de la 6e circonscription? Oui, mais je crois que de plus en plus, quand on dit qu'il y a des problèmes internes de cette formation politique, les gens pensent qu'on invente. Je crois qu'ils s'exposeront davantage. Nous tendons vers la fin du mandat de Patrice Talon. Et je crois qu'ils, de jour en jour, ils vont s'exposer pour montrer à la face du monde ce qui se passe au sein de cette formation politique. On ne souhaite pas le malheur pour la formation, mais les responsables du parti, les militants, les membres doivent pouvoir se discipliner. Vous savez, quand vous savez que, par exemple, Khoudé était parti pour conduire la liste de l'Union progressiste dans la 6e circonscription électorale, je ne trahis aucun secret, je crois qu'ils vont le confirmer, ils savent mieux que moi, que c'est Khoudé qui avait été désigné au prime abord pour conduire la liste dans la 6e circonscription électorale, compte tenu de son ancrage politique. On sait que Azer, il reste incontournable quand il est candidat. Et donc, après, par la force des choses, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Khoudé a été mis de côté et que c'est un certain Topanou qui n'avait pas semé quelque part, mais qui est venu moissonner. Selon vous? Il y a ce problème. Vous pensez qu'il n'a pas semé? Bon, c'est moi. Toutes les informations. C'est moi. Voilà. Je suis à Abomey-Calavi. Vous n'avez pas toutes les informations. Attendez. Celui qui parle n'est pas un novice de Calavi. Je suis à Calavi. Oui. Je connais les acteurs politiques de Calavi. Et je sais que chacun d'eux, là, devant eux, là, je peux leur dire leur parcours politique et dire comment ils fonctionnent, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Est-ce que vous savez bon, enfin, attendez. Je ne dirais pas est-ce que vous savez. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de semer. Non, mais attention. Vous le savez. Non, il a semé. Je sais qu'à un moment donné, il a semé. Dans le cadre du dialogue politique, il a semé. En nous faisant croire à un moment donné qu'il était opposant. Nous faisons croire. Bon, et qu'après, on l'a associé au dialogue politique. Peut-être c'est sa manière de semer. Il y a plusieurs manières de semer. Quand il parle de semer, c'est semer en termes de parcours politique de terrain. Avec son parti politique pur, on sait qu'il ne valait même pas une plume d'oiseau. Ça, je le dis, il peut être choqué de toute façon. Mais de toute façon, il a la chance à sourire pour lui. C'est le chef qui décide. Il est devenu tête de liste, il a conduit la liste dans une certaine mesure, il a été élu. Donc, il ne sait même pas si quelqu'un doit remettre en cause les propos de Khoudé. Je ne pense pas que ce soit un Victor Topanou. C'est deux mondes différents. Victor Topanou est un professeur d'université. Il est un intello bon teint. C'est vrai que Khoudé aussi est un intello dans une certaine mesure. Mais c'est un acteur politique de terrain, en réalité. Donc,
quand des gens parlent politiquement, d'autres personnes qui ont eu la chance d'émerger politiquement par parachutage dans une certaine mesure, doivent pouvoir se calmer. Moi, j'estime que... En tout cas, justement, c'est Laurent qui parle. Et j'assume. Une de la nouvelle génération nous en apprend un peu plus. L'honorable Tokpanou au sujet de l'actualité politique de la 6e circonscription électorale de ces derniers jours. Citation, « Je ne suis aujourd'hui dans aucune guerre de tranchée avec le ministre Houlé. » Je crois que dans une certaine mesure, vous savez, c'est tout à fait clair sur le sujet. Il n'a pas de problème en réalité, lui en particulier avec le ministre Houlé. Il a tout intérêt à le dire comme ça, parce que s'il ne le dit pas de cette manière, c'est que son avenir politique, s'il veut être élu député en 2026, peut en dépendre dans une certaine mesure. Parce que Houlé reste un gros morceau de la 6e circonscription électorale, quoique affaibli politiquement parlant, c'est qu'il reste un homme assez dangereux dans la 6e, notamment dans son zone natale, parce que l'absence de répéter de Houlé aux différentes élections, on a pu voir le taux de participation, on a pu voir les suffrages dans une certaine mesure. Donc, on a pu voir, on a tout fait de me faire peut-être de nommer un certain Barnabé Dastagui ministre, et pourtant, il n'a pas réussi à égaler un certain Houlé dans un. Donc, les réalités sont là dans une certaine mesure. Et on parle aujourd'hui de Houlé, on parle de Houlé, mais en dehors de ça, je vous dis, il y a tellement de problèmes au sein de cette fonction politique, notamment l'Union progressiste, le renouveau, dans la 6e circonscription électorale. Et je crois que Patrice Talon, Diogbenou, Olivier Bocor et consorts doivent pouvoir prendre leurs responsabilités. Autrement, ça va être la débâcle totale pour eux. Olivier Bocor, dites-vous, oui, mais est-il le président d'une formation politique? Il est acteur politique, membre influent de la formation politique dont on parle. Et donc, il doit prendre les responsabilités pour ne pas subir la débâcle pour les prochaines élections électorales. Parce que déjà, ils ont déjà eu les signaux en 2023. Sans effort, les démocrates ont réussi à avoir 2 députés. Et on sait très bien ce qui s'est passé dans Soava. Je ne le dirai pas comme ça, mais ils savent très bien ce qui s'est passé dans Soava. Sinon, les démocrates pourraient avoir 3 députés. Ils le savent mieux que quiconque. Donc, essayez de ne pas résoudre les problèmes ici et maintenant, c'est assurer la débâcle totale en 2026. Ils le savent mieux que quiconque. Vous faisiez allusion à Soava, le député de Soava d'ailleurs, l'ancien maire de la commune qui a également été décoré et qui, à cette occasion, remercie le chef de l'État, remercie le président de l'UPR, Diogbenou, et également dédié cette distinction à toute la population de Soava. Oui, c'est les populations de Soava qui l'ont envoyé là-bas. Et maintenant, il est à l'Assemblée nationale. C'est vrai, il va remercier ses bienfaiteurs. Parce que ses bienfaiteurs, premier, Patrice Talon. Deuxième Joseph Diogbenou, j'en sais quelque chose. Et d'ailleurs, je sais comment est-ce que ça a été pesé avec... ils ont pesé de tout leur poids pour que le jeune Amoussa Fataou, qui voulait être maire, n'a pas pu être maire, pour que ce soit Todje qui revienne. Donc, d'une certaine mesure, ils le savent, je ne trahis aucun secret en le disant. Donc, ils remercient ses bienfaiteurs, c'est normal. Mais je voudrais que désormais, qu'ils se penchent véritablement sur les questions de vie essentielle des conditions des populations de Soava. C'est des populations, pour moi, qui, dans une certaine mesure, sont laissées pour compte à la limite. On a comme l'impression que c'est vrai que c'est une zone enclavée, mais en réalité, ces personnes restent les demeures des Béninois. Se pencher sur la question, j'ai une image assez alarmante que j'ai pu prendre en 2023, non 2022, où dans une zone, les gens pour prendre de l'eau, les gens ont les images, je crois que la manière, l'eau potable dans ce milieu, attention, il y a un problème. Et donc, quand on est député, on se penche sur ces questions. On interpelle le gouvernement sur ces questions-là. Vous imaginez, il y a, je vais peut-être lui faire la publicité gratuite, Shakirou Amoussou, qui est un jeune membre de l'Union progressiste, qui est allé donner, qui a réalisé un forage avec qui. Et quand nous étions partis, le puits dans lequel les populations puisaient l'eau, ça date de plusieurs années. Et quand vous voyez l'insalubrité autour de ce puits, avec les conditions dans lesquelles les enfants puisaient l'eau, mais c'est assez touchant. Et donc, quand je revois tout ça, et que c'est un jeune de la localité qui, par le biais de ses partenaires, arrive à donner de l'eau potable par la réalisation de ce château, en tout cas de cette fontaine d'eau aux populations, je crois que les élus sont en droit d'interpeller le gouvernement. On dit que la problématique de l'eau est réglée déjà au Bénin, mais nous souffrons que dans certaines localités, ce n'est pas encore ça.
il faut véritablement réfléchir sur les questions. Donc, tout député qui reçoit une distinction, qui pense que bon, il faut remercier Patrice Talon ou son bienfaiteur Joseph Jogoni quelque part, ou je sais qui, doit pouvoir aussi se rappeler qu'il est là-bas pour une mission. Laquelle mission? Contrôler l'action du gouvernement. Et laquelle mission? C'est de poser des questions, interpeller le gouvernement sur les conditions de vie des populations qui les ont envoyés là-bas. Politique toujours avec Dabarou, cette fois, Laurent Roland Todenkes, le syndrome Niéwé qui empêche Boni Yayi de promouvoir un proche, toujours donc devant de la scène politique béninoise, le syndrome Niéwé qui empêche, selon Dabarou, Boni Yayi de promouvoir un proche. Je l'ai toujours dit, Boni Yayi reste un personnage assez atypique, hein, de toute façon. C'est lui-même qui a dit ouais, donc je crois qu'on lui colle très bien. On parlait d'ailleurs d'eau potable tout à l'heure. Oui. Encore d'éclairage, d'électricité. Vous voulez l'eau? Ouais. Vous voulez l'électricité? Ouais. D'accord. Vous voulez crédit à la FIA? Ouais, non, en fait, Boni Yayi, c'est comme je dis, c'est un personnage assez atypique. Donc, il a dit clairement que si on voulait quelque chose quand il était au pouvoir, c'est lui. Ben oui. Non, mais qu'on ne le veuille pas, il était président de la République, c'était lui. Aujourd'hui, si vous voulez de l'éclairage dans votre société, dans votre localité, et que Patrice Talon ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas. Le ministre peut avoir toute la volonté possible, les partenaires peuvent avoir toute la volonté possible. Si le gouvernement n'autorise pas, ça ne vient pas. Donc, le Niéwé qu'il avait dit à l'époque, ce n'était pas à tort, c'est bien sûr à raison, parce qu'il était vraiment dans cette posture. Bon, quand on nous finit de dire ça, c'est vrai que Boni Yayi, on a comme l'impression que oui, il veut toujours continuer à contrôler. Et ça, pour ça, les gens vont toujours lui faire ce procès pour dire, mais écoute, il faut faire la promotion d'une personne. Mais quand je le dis souvent, comme je le dis souvent, quand le serpent te mord, une fois qu'après vous voyez le ver de terre, vous fuyez. Bien sûr. Et donc, Boni Yayi peut-être en droit de vouloir contrôler tout parce que le serpent l'a mordu et tous les vers de terre qu'il voit autour de lui aujourd'hui, ça lui fait peur. Donc, il assimile, quand il voit un ver de terre, il pense que c'est déjà un serpent. Donc, c'est normal qu'il se comporte comme ça. C'est vrai qu'il faut lui rappeler, je l'ai dit toujours, il ne faudrait pas qu'il, compte tenu de cette position qu'il occupe aujourd'hui là, qu'il pense que tout lui revient et qu'il doit prendre les décisions sans pouvoir consulter les membres de la formation politique. Ça va être assez suicidaire pour la formation politique et ça va contribuer à renforcer ceux-là qui ont envie peut-être de diviser le parti pour rien. Donc, c'est à lui de se mettre au-dessus de la mêlée pour ne pas montrer réellement qu'il est toujours dans le... Il souffre toujours du syndrome Niéwé. Avec le grand jury, on lit ce matin, Laurent, distinction, sinon destruction. Destruction de l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Pascal Todjinou en colère contre Patrice Talon. Pascal Todjinou d'ailleurs qui a également estimé qu'il n'y avait plus d'opposition réelle au Bénin. Je crois que je fais partie de ceux qui ont dénoncé cette démolition du siège du musée de la corruption ou du siège de la honte, du musée de la honte à l'entrée de Porte-Nouveau. Parce que, comme on dit en droit, c'est la preuve de la rançon du droit. Dès lors qu'on démolit, des gens trouveront un bon avocat pour dire qu'ils ont dit à réaliser tant, et qu'en réalité, on ne devait pas les attaquer. Et puis, évidemment, comme vous avez tout détruit, il n'y a plus de preuves pour montrer que oui, vous avez détruit ou pas. Donc, pour montrer qu'ils ont réalisé ou pas. Donc, il fallait attendre, laisser le bâtiment, qu'on nous sorte clairement ceux qui sont mis en cause, que le processus suive son cours, que les mises en cause, qu'on les connaisse et qu'on connaisse l'aboutissement de ce processus-là avant de démolir. Maintenant qu'on démolit, à quelle fin ou pour quel objectif on a démoli? Je crois que Pascal Todjinou nous fait bien de revenir sur la question. C'est très important. Et je l'ai dit, on devrait plus, si on a vu le siège de l'Assemblée nationale, le musée de la corruption démoli, on ne doit pas être surpris de voir qu'un jour, les gens débarquent à Maria-Vita 1 avec des tracteurs et autres là, des bulldozers pour tout détruire sous prétexte que oui, ça ne rend pas plus service, que c'est devenu, comment vous appelez, comme l'a qualifié l'ex-ministre de l'énergie, Jean-Claude Donao-Oussou, c'est un musée également. Mais on connaît ceux qui sont
partie prenante dans ces dossiers. On les connaît, ils sont là, ils vivent très bien, ils se la coulent tous. Certains parmi eux continuent même d'être vachement bien payés. On dira que la justice continue de faire son travail, ça peut prendre 10 ans. Wait and see. Wait and see. En voici un qui n'a pas attendu avant que d'agir. Avec le grand jury, on apprend ce matin, et c'est un drame, en définitive, pour un reliquat de 5 francs CFA d'un verre de soda-vie dans la commune de Lalo. Sondé à point tue le tenancier du cabaret et écope de 7 ans de prison ferme. Tout à l'heure, dans les coulisses, je crois que c'est Alain Allo qui disait à Zénem. Et donc, ça m'a tellement fait rire. J'ai dit non, ça peut ne pas être la sorcellerie. Il y a aussi question de maîtrise de soi. C'est-à-dire, pour 5 francs, donne-moi ma monnaie, 5 francs, c'est comme ça, tu fais tout le temps, tu ne me demandes pas ma monnaie. L'autre dit, mais comment tu peux me parler comme ça? Tu me prends pour un voleur? Il dit, oui, mais tu es un voleur. C'est parce que chaque fois, tu me gardes, tu gardes ma monnaie. L'autre s'énerve, lui donne un coup, lui donne une gifle, et puis là, il s'énerve, et puis ça commence la bagarre. Paf, non maîtrise de soi, l'autre peut se retrouver mort dans une situation. Donc, ce n'est pas tout le temps la sorcellerie. Parfois, nous, à tort ou à raison pour certains, c'est que nous assimilons tout à la sorcellerie. Mais parfois, c'est la non-maîtrise de soi qui nous conduit dans certaines difficultés parfois. Et dans le cas des soins, je ne pense pas que pour 5 francs, on pouvait banalement tomber dans cette erreur. Ça dit que, d'abord, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris du soda-vie. Voilà, donc, déjà, l'alcool. Donc, il ne se contrôle plus. Peut-être qu'il en a pris suffisamment, et donc il ne se contrôle plus. Peut-être que c'est le verre à 35 francs, et puis il a donné 115 francs peut-être, qui sait, pour prendre 2 verres, il restait 5 francs. Donc le monsieur ne lui a pas dit qu'il n'a pas les 5 francs. Et donc, sachant que chaque fois qu'il restait 5 francs, il ne prenait pas, il a commencé une altercation, lui-même ne se possédant plus. Donc ça peut arriver, c'est pour dire que faisons très attention. Faisons très attention. L'alcool ne fait pas du bien. Sachant raison garder, l'abus de l'alcool nuit gravement à la santé et peut conduire justement en prison très facilement. Alors, donc, pas en réclamant 5 francs, il se retrouve en prison pour 7 ans. Alors après, est-ce que c'est une raison pour qu'on ne réclame plus nos reliquats on peut réclamer son reliquat, mais si vous réclamez votre reliquat, utilisez les mots justes pour ne pas offenser l'autre au point où l'autre va réagir et ça va être une altercation. Mais c'est vrai aussi, puisqu'on en est à en parler, qu'il y a quand même certains commerçants ou certains vendeurs qui jouent souvent avec les reliquats d'autrui, qui ne veulent pas les remettre, et à chaque fois, ils n'en ont jamais. Non, je crois que moi, j'ai trouvé la formule désormais. J'achète chez quelqu'un, je lui dis, n'aime pas la monnaie, je lui dis, regarde-moi très bien. Je peux revenir dans 2 semaines. Oui, attendez, il revient, et si je demande la monnaie, que tu me parles mal, je te réponds mal en même temps, pour te faire comprendre que tu es un voleur ou une voleuse. J'ai eu la même situation avec un jeune la dernière fois, et il m'a vendu, il restait 225 francs. Je suis reparti le voir, je devais acheter, je fais le complément, il dit, ah, une fois, je dis, je vais te laisser, pourquoi? Tu m'as fait quoi? On a quel contrat? Tu me remets la monnaie vite. Parce que le jour-là, il me disait qu'il n'a pas de pièces, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Donc, il y a ces vendeuses et ces vendeurs qui jouent à ce jeu-là. C'est de la mauvaise foi. Il faut de la mauvaise foi, simplement. Et il faut, d'ailleurs même, c'est pourquoi, quand vous voulez acheter, demandez déjà à la personne, est-ce que tu as la monnaie? Si la personne vous dit oui, vous achetez, vous avez votre monnaie. Si la personne vous dit oui, et après ne vous donne pas la monnaie, écoutez, dites-lui, écoutez, ce que tu m'as vendu, reprends ça. Et donne-moi ma monnaie, donne-moi mon argent, je pars. Je crois que quand on fait ça, parfois, il n'y en a pas mieux qui courent. J'ai eu la même situation il y a 2 jours. Et elle me dit, il n'a pas la monnaie. Elle dit, mais vous n'avez pas la monnaie. Ok, reprenez votre marchandise et donnez-moi mon argent. Et c'est là, elle est rentrée, elle a sorti un autre sac, elle me donne la monnaie. Elle dit, mais c'est pas sérieux quand même. Vous m'avez fait perdre le temps ici pour ça. Donc, il y a de la mauvaise foi, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il faut commencer par mal parler au vendeur ou à la vendeuse. Vous tombez sur un malade ou une malade, elle vous répond mal et elle est capable de vous gifler. Et ça commence les altercations. Et c'est peut-être un maladif de sa famille. Juste une baffe, vous lui collez, il tombe ou elle tombe, elle ne se relève plus. Et là, on vous dit que vous avez tué quelqu'un, vous vous retrouvez en prison. Donc, la maîtrise de soi, c'est très important. Avec le matin, on lit ce matin, justement, traque contre les cybercriminels au Bénin, 1146 cartes SIM
et 546 pièces d'identité retrouvées chez un guyman. Combien en avez-vous de pièces d'identité et de cartes SIM, Laurent? J'ai officiellement une pièce d'identité quand même. D'ailleurs, même ma carte d'identité a expiré. Et puis, je mon passeport, c'est la seule pièce que j'ai sur moi maintenant. Bon, numéro, oui, j'en ai jusqu'à 3 que j'utilise. D'accord, 3 SIM. Oui, les numéros sont connus. Il y a un numéro que j'utilise pour mon business personnel, notamment mon média en ligne. Il y a un numéro que j'utilise, ou 2 numéros que j'utilise dans ma vie active dans une certaine mesure. Donc, moi, je crois que une personne avoir plus de 1004 SIM oui, 1146 chez elle, c'est un espoir. On devrait lui donner comment vous appelez les décisions Guinness de record. Parce que pour avoir... Oui, mais écoutez, 1146 SIM pour une personne et 546 pièces d'identité. Et ils utilisent tout ça. Alors, ça soulève un problème. Je voudrais rappeler aux gens, et moi-même je dois le faire certainement dans la journée ou demain, aller au niveau des réseaux et demander, quand vous vérifiez le nombre de numéros de téléphone en votre nom. Moi, je l'ai fait par le passé, je me suis rendu compte qu'il y avait 7 numéros à mon nom. J'ai éliminé certains numéros. Mais il y a... Parfois, il y a certains anciens numéros... mais que vous n'utilisez plus, mais c'est quelqu'un d'autre qui utilise. Quelqu'un d'autre utilise. Et donc, quand il y a un problème, c'est vous, à vous d'attribuer, parce que dans la base de données là-bas, c'est votre nom qui est là-bas. Donc, il faut que les gens fassent attention, aillent au niveau des réseaux pour demander à avoir le nombre de numéros qu'il y a en leur nom. S'il y a des numéros qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne reconnaissent pas, de demander au réseau de suspendre en même temps, d'annuler. Et de le faire, c'est-à-dire de notifier ça en même temps, pour que demain, quand il y a un problème avec ce numéro, qu'on ne les interpelle pas. Par exemple, quelqu'un qui a, par exemple, 1146 SIM, là, imaginez peut-être si chez lui, il y a une SIM qui porte le nom Ahmed Arifan. Non, Laurent Roland Toninquès, c'est mieux. J'ai dit imaginez. Non, c'est plus beau, Laurent Roland Toninquès, d'accord? C'est plus beau, c'est plus beau. Utilisez ce nom plutôt. Merci. Non, bon, je le dis. Donc, tout Béninois peut se retrouver, être propriétaire d'une carte SIM chez ce monsieur-là maintenant. Donc, allez rapidement dans les réseaux, au niveau des réseaux là, allez vérifier le nombre de numéros en votre nom. S'il y a des numéros que vous ne reconnaissez pas, mais que vous n'utilisez plus. Moi, j'ai acheté des SIM, c'est vrai, à un moment donné, que j'ai donné à des... il y a une que j'ai donnée à une soeur et qui finalement a donné le même numéro à un autre monsieur, à quelqu'un d'autre. Et finalement, le monsieur utilise le numéro et elle ne m'a jamais dit qu'elle a donné le numéro à quelqu'un. Puis c'était un bon numéro. Le monsieur lui a dit, mais ce numéro, il peut faire des affaires avec ça. Elle a donné le numéro sans demander mon avis. Votre avis, en fait. Donc là, finalement, un jour, je me rends compte que le numéro que j'appelle, c'est quelqu'un qui décroche. Et puis je l'interpelle, et puisque c'était à mon nom, ils n'avaient pas eu le temps d'échanger le numéro. Donc j'ai dû annuler, j'ai demandé de couper le numéro d'abord. Ils ont coupé, le monsieur s'est représenté là-bas avec sa pièce d'identité. Et là, le numéro lui a été attribué. Là, demain, s'il y a un problème, ce n'est pas moi. Donc que tout le monde le fasse, c'est très important. C'est important de le faire. Insécurité encore, on va peut-être finir là-dessus avec le matinal, lutte justement contre l'insécurité à Cotonou. La police démantèle un ghetto. 3 personnes interpellées, soit 15 boulettes de chanvre indien et 19 motocyclettes saisies. Ouais, le ghetto existe malgré tout. Et ça existe dans toutes les régions. La police, il faut déjà les féliciter pour les moyens désuets qu'ils ont, dont ils disposent, et que malgré ça, ils font le travail. Félicitations à la police républicaine. Maintenant que ces personnes servent de leçon. Parce que ces ghettos qui existent sont le nid pour tous les vices, malheureusement. Et c'est des ghettos qui sont parfois fréquentés par même des jeunes élèves, les élèves, qui vont fumer dans certaines mesures, se droguer. Et qu'on donne davantage de moyens à la police pour plus de résultats. Plus de moyens pour plus de résultats. Commerce clandestin du gaz à Cotonou, une activité illicite qui expose des vies humaines. C'est avec Daibi qu'on a cette info, Laurent. Oui, bon, je n'ai pas compris le sujet, ce qui est dénoncé par le journal. C'est vrai que... Tu sais qu'il y a des entrepôts dans lesquels le gaz domestique, justement, est exploité et les bouteilles sont rechargées. Oui, je comprends, oui. Comme ce qu'on a pu arrêter à OOD. Voilà. OOD, oui.
Il y en a en plein cœur de Cotonou. Les gens trouveront tous les moyens de contourner l'État et de s'adonner à de mauvaises pratiques dans certaines mesures. Donc, ça ne devait pas surprendre. Le plus important, c'est que l'État prenne ses responsabilités en traquant ces personnes-là dans une certaine mesure. Mais aussi, le problème le plus important, moi je le dis et je le redis ce matin, il faut faire très l'effort maintenant d'arrêter la vente du gaz domestique dans les ménages. Une bouteille de gaz dans un ménage est déjà une source d'insécurité. Maintenant, des gens vendent le gaz domestique dans les ménages. Les ménages, hein? Avec des bouteilles de gaz. Et on sait que... dans des conditions pas forcément normales. Il faut structurer la commercialisation de la vente de gaz. Aujourd'hui, faire en sorte que ce soit uniquement au niveau des stations ou au milieu des supermarchés, des grands supermarchés, qu'on vende ça. Ou bien des grands entrepôts au niveau, dans des milieux assez sécurisés pour vendre ça. Les ménages qui vendent des gaz, c'est des bombes à retardement. L'État doit prendre ses responsabilités et arrêter ça ici et maintenant. N'attendons pas le pire pour réagir. N'attendons pas, justement, le pire, n'attendons pas d'arriver à un niveau comme celui de la vente de l'essence de contrebande, par exemple, avant que de chercher à trouver des solutions, parce que c'est aussi une source potentielle d'incendie à tout moment. Le problème, c'est que quand une bouteille de gaz explose, c'est qu'il y a un stock là, tout le stock explose, et c'est tout un quartier qui peut être embrasé. En fumée. C'est comme l'essence, et c'est d'ailleurs même plus dangereux que l'essence. Plus dangereux que l'essence. Parce que l'essence, au moins, ça brûle, mais ici, ça explose, ça dégage, ça détruit tout sur son passage dans cette mesure. Donc, l'État devrait prendre sa responsabilité. Moi, je ne suis pas d'accord que des gens vendent du gaz à la maison. À la maison. Donc, arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons aussi, quoi de neuf de ce jour, suivi des analyses et commentaires de Laurent Roland Toniniquès.